Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 27e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Geosciences. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Ngeyap Ambani Augustin Serge, tout droit sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM en Minganga, spécialisé en géostatistique. J'ai donc décidé cette année de lancer un challenge 100 jours d'IA, 100 jours d'intelligence artificielle, 100 jours de machine learning appliqué aux géosciences pour permettre à chacun d'entre vous de pouvoir être capable de quitter de 0 à 1. Alors, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à notre page, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner, à liker, à partager, pour que cela nous donne de la force, cela nous permette d'avancer, cela nous permette de promouvoir encore plus de contenu, de pouvoir aider le maximum de personnes possible. Alors, si vous avez réalisé ces différentes tâches, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, principalement, nous allons travailler sur le traitement des données aberrantes. Nous allons travailler sur le traitement des données aberrantes. Alors, qu'est-ce qu'une donnée aberrante? C'est la question qu'on se pose. Première question, parce qu'on ne peut pas traiter ce qu'on ne connaît pas. Une donnée aberrante, c'est quoi? Une donnée aberrante ou un outlier en anglais, c'est tout simplement une valeur qui s'éloigne de la tendance centrale, de la tendance générale des données. C'est-à-dire que on a des données, par exemple, je prends l'exemple des données géochimiques. Supposez que vous êtes en train d'effectuer, vous avez effectué une prospection, on a collecté des échantillons de sol. On a eu à avoir une base de données géochimiques. Dans cette base de données, on se rend compte que la tendance générale des échantillons est de 0 à 100. Par exemple, après on se retrouve avec une donnée qui se retrouve à 200, 300, 400, ou alors une donnée qui est à 1000, 4000. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire quoi? Tout simplement, cette donnée en fait s'éloigne de la tendance centrale. Elle n'est pas forcément la valeur la plus grande, ou elle peut être la valeur la plus extrême de façon générale, on va dire ça comme ça. Cette donnée est une valeur qui est extrême comparée à la tendance centrale. Ça veut dire que soit elle est très petite, soit elle est très grande. C'est en fait ça qu'on appelle une valeur, un outlier ou encore une valeur aberrante. Ça c'est de 1. La première des choses c'est de savoir ce que c'est qu'une valeur aberrante ou encore outlier. Une fois que nous avons effectué cette définition, tout simple, nous allons comprendre, nous allons essayer d'identifier pourquoi est-ce qu'on doit effectuer le traitement des valeurs aberrantes. Et oui, c'est la question. Pourquoi devons-nous effectuer le traitement des valeurs aberrantes? Je vais répondre à cette question tout simplement en 3 points. Le premier, c'est que on effectue le traitement des valeurs aberrantes tout simplement pour diminuer l'influence que cela peut avoir sur les résultats. Parce que les valeurs aberrantes ont une influence capitale, par exemple, sur l'étude des tendances centrales ou alors sur des études de disproportionnalité ou alors des disproportions. On a dit quoi? De la proportion générale des données. Donc, si vous avez des données qui ont une tendance générale entre 0 et 1, et puis une donnée vient à 10 ou à 100, cela va biaiser complètement la tendance générale et avoir une influence capitale. Parce que la donnée, par exemple, qui est à 100, influence complètement déjà, si on fait la moyenne par exemple des données, imaginez-vous, on prend un exemple simple, nous avons les données, c'est-à-dire que nous avons 5 données, où on a une qui est égale à 1, 2, l'autre à 2, l'autre à 3, l'autre à 4, l'autre à 5, la cinquième est égale peut-être à 10. Vous voyez que par exemple, si on fait la moyenne de ces éléments, on va obtenir un nombre qui est essentiellement supérieur à 5. Et pourtant, c'est très faux. Ça sera un nombre qui sera très élevé si peut-être le cinquième nombre est égal à 100. On aura la moyenne de ces éléments va montrer en sorte que toutes nos données sont plus ou moins supérieures ou égales à une valeur supérieure à 7 ou à 8 ou à 10. Ce qui s'éloigne carrément de la tendance que nous avons qui était de 0 à 1. C'est un peu ça, l'influence que peut avoir. C'est même pour ça qu'on effectue le traitement des données aberrantes. Pour diminuer ou alors pour limiter l'influence que peuvent avoir ces données sur les statistiques classiques. Alors, le deuxième point, c'est lequel? Le deuxième point, c'est pour s'assurer de la qualité des données. S'assurer que les données que nous sommes en train de traiter sont, de façon générale, ont une bonne qualité qui n'affecte pas les tendances générales des données, les tendances globales des données. L'un des seconds points, par exemple, sur lesquels nous pouvons, c'est-à-dire ce pourquoi est-ce que nous effectuons ce traitement, c'est pour la robustesse des modèles. Parce que lorsqu'on diminue les valeurs aberrantes ou alors lorsqu'on enlève les valeurs aberrantes dans notre base de données, on augmente la robustesse de notre modèle. Donc ça, c'est le troisième point sur lequel je justifie le pourquoi est-ce que nous utilisons le traitement des valeurs aberrantes. Pourquoi est-ce qu'on traite des valeurs aberrantes? C'est tout simplement pour diminuer l'influence qu'ont ces données sur les statistiques classiques, pouvoir s'assurer de la qualité des données et en troisième point, augmenter la robustesse des modèles de prédiction. Donc voilà de façon générale
Pourquoi est-ce que nous effectuons le traitement des valeurs aberrantes? Alors, je vais présenter ici les étapes pour traiter des données aberrantes. Je vais présenter les étapes pour traiter les données aberrantes. La toute première étape, c'est tout simplement la visualisation. La toute première étape, c'est la visualisation. Alors, comment est-ce qu'on visualise? On visualise avec des éléments statistiques de base, tels que le box plot, ou alors la boîte à moustache, tels que le scatter plot, ou encore une nuage de points, tels que l'histogramme, qui nous permettent entre autres de pouvoir d'identifier de manière visuelle, bien évidemment, s'il y a des valeurs aberrantes ou pas. Le deuxième point, c'est-à-dire nous avons commencé par la visualisation pour pouvoir identifier les valeurs aberrantes. La deuxième étape, c'est les statistiques descriptives. On va prendre des statistiques descriptives, des statistiques à tendance centrale telles que la moyenne, la médiane. Ce sont des statistiques avec lesquelles on est capable. Si la moyenne s'éloigne de la médiane, on peut déjà avoir des idées par rapport à cela. Alors, le troisième point, toujours dans les statistiques descriptives, nous avons, c'est en deux volets, les statistiques à tendance centrale. Le deuxième volet, c'est tout simplement les variances de dispersion, les statistiques de dispersion, les données telles que les quartiers et la variance. Donc, le troisième point par lequel on embraye, ce sont les tests statistiques. Ce sont les tests statistiques. Et là, nous avons le Z-score, nous avons le test de Groups, nous avons le test de Dixon, nous avons le Z-score, le test de Groups, le test de Dixon, qui sont des statistiques qui permettent d'identifier de façon formelle les données aberrantes. Et c'est capital, nous avons l'occasion de les implémenter dans un cours. Le traitement, lorsqu'on a maintenant, la première touche, comme on disait tantôt, de façon générale, pour pouvoir identifier, si on parle des étapes pour traiter les données aberrantes, la première chose, c'est l'identification de ces données aberrantes. Comment est-ce qu'on les identifie? On les identifie par trois principales méthodes, à savoir la visualisation, avec les éléments que nous avons cités, à savoir les statistiques descriptives, avec les éléments que nous avons cités, à savoir les tests statistiques, tels que nous avons présentés. Le deuxième point, c'est le traitement des données aberrantes. Une fois que nous avons identifié, on passe maintenant à la phase de traitement. Alors, comment est-ce que cela peut se faire? Il existe trois principales approches, ou alors trois ou quatre principales approches que je vais présenter ici. La première, c'est la suppression. Donc, pour pouvoir traiter les données aberrantes, vous avez le choix entre supprimer ces valeurs aberrantes-là. La deuxième que je vous propose, c'est la transformation. Donc, vous avez le choix, pour toujours dans cette même lancée, de pouvoir transformer les valeurs aberrantes. La troisième que je vous propose, c'est l'imputation. Vous avez le choix entre la suppression, la transformation et l'imputation. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation des modèles robustes. Donc voilà les quatre éléments que je vous propose pour effectuer le traitement des données aberrantes. Alors le dernier point est tout simplement aussi la validation. Après le traitement, il est important d'effectuer une analyse pour valider si effectivement le modèle que vous avez obtenu est le modèle adéquat ou pas. Et une fois que vous avez fait cela, il y a donc des techniques spécifiques d'identification et de traitement que nous avons déjà eu à citer au préalable. Donc voilà donc tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette 27e vidéo qui porte sur notre challenge. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager nos différentes publications pour bénéficier du même contenu dans les prochaines vidéos. Merci et on se retrouve à demain où on va coder tout ce que nous venons de dire aujourd'hui. Let's go!